Je n'ai jamais cru aux fantômes. Pas dans le sens où on les imagine, ces silhouettes translucides flottant dans les couloirs, ces mains glacées qui vous effleurent l'épaule dans le noir. Non, ce que je redoute, ce n'est pas un spectre, ni un monstre aux dents acérées. C'est le silence. Ce sont les souvenirs qui ne s'en vont pas. Ce sont les lieux qui gardent en eux, comme des éponges, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons oublié, tout ce que nous avons refoulé. Je m'appelle Thomas Lefebvre. J'ai 42 ans. Je suis archiviste à la bibliothèque municipale de Saint-Clément, une petite ville nichée entre forêt et collines, à 2 heures de Lyon. Je vis seul depuis 5 ans, depuis que ma mère est morte. Je n'ai jamais été marié. Pas d'enfant, pas d'attachement profond à quoi que ce soit, ou presque, jusqu'à ce que je revienne ici, dans cette maison, la maison de mon enfance. Elle se dresse encore au bout du chemin de gravier, derrière les arbres dénudés par l'hiver, comme une silhouette oubliée par le temps. 2 étages, toit en ardoise grise, volets fermés depuis des années. Le jardin est devenu une jungle de ronces et de lierres. La porte d'entrée, en chêne massif, a pris une teinte sombre, presque noire, comme si elle absorbait la lumière au lieu de la refléter. Je n'y avais pas remis les pieds depuis 25 ans. Quand le notaire m'a appelé pour m'annoncer que la propriété m'avait été léguée sans testament, sans explication, comme si la maison elle-même avait décidé de me réclamer. J'ai d'abord refusé. Je lui ai dit que je ne voulais rien savoir, que je n'avais pas de lien avec cet endroit. Mais il a insisté. Les frais d'entretien, les impôts, la dégradation. Si je ne venais pas, ils allaient la vendre. Et quelque chose, au fond de moi, a cédé. Peut-être la curiosité, peut-être autre chose. Une voix, très basse, que je n'avais pas entendue depuis longtemps, qui murmurait « Tu dois y retourner ». J'ai donc fait mes bagages. Un sac de voyage, quelques vêtements, mon ordinateur, un cahier. Je suis parti un matin de février, alors que la brume recouvrait tout, comme un linceul. J'ai conduit lentement, sans musique, sans penser à rien. Quand j'ai vu le portail rouillé, je me suis arrêté. J'ai éteint le moteur, et je suis resté là, 10 minutes, à regarder la maison. Je ne me souvenais de rien. C'est ce qui m'a frappé en premier. Pas de souvenirs précis, juste des fragments, des images floues, le parquet qui craque, l'odeur de cire et de moisi. Une fenêtre du premier étage, toujours fermée. Ma chambre, peut-être, mais rien de net, rien de vivant. Comme si mon cerveau avait effacé tout ce qui s'était passé ici. Et pourtant, je sentais quelque chose. Une pression derrière les tempes, une gêne dans la poitrine, comme une main invisible qui serre doucement. J'ai ouvert la porte avec la clé que le notaire m'avait donnée. Elle a résisté, grinçant longtemps avant de céder. L'air à l'intérieur était froid, immobile. Il sentait le vieux papier, la poussière, et autre chose, une odeur que je ne parvenais pas à nommer. Douceâtre, comme du miel laissé trop longtemps au soleil, mais corrompu. Je suis entré. Le salon était exactement comme dans mes vagues souvenirs. Un canapé en velours vert, déchiré. Une cheminée en pierre, noircie par les flammes anciennes. Une horloge arrêtée sur 3h17. Les meubles étaient recouverts de housse blanche, comme des fantômes accroupis. Le plancher craquait sous mes pas, mais d'une manière étrange, pas aléatoire. Non. Comme si les lattes répondaient à mon poids avec une connaissance préalable de mon trajet. Comme si elles savaient où j'allais poser le pied avant même que je décide de bouger. J'ai monté l'escalier. Chaque marche a émis un son différent. Une note, comme un piano désaccordé. Arrivé en haut, j'ai vu 3 portes. Celle de gauche, entr'ouverte. Celle du milieu, fermée. Celle de droite, bloquée par une armoire que je ne me souvenais pas avoir vue. J'ai poussé la porte entr'ouverte. C'était ma chambre. Le lit était là, en fer forgé, couvert d'un drap jauni. Une petite table de nuit. Un miroir fissuré. Un ours en peluche, assis sur l'étagère, les yeux vides. Je l'ai regardé longtemps. Il me semblait familier, mais je ne me souvenais pas de son nom, ni de quand je l'avais eu. Je l'ai pris dans mes mains. Il était léger, creux, comme s'il n'avait jamais contenu de rembourrage. Juste une coquille. C'est là que j'ai entendu le premier bruit. Pas un cri, pas un grincement, juste un souffle, très doux, comme une expiration. Derrière moi, je me suis retourné. Rien. La pièce était vide. La fenêtre fermée. Pourtant, j'avais senti un déplacement d'air. Une présence. Et ce n'était pas la mienne. Je suis redescendu. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée. La cuisine, avec ses carreaux de céramique ébréchés. La salle à manger, où trônait une table poussiéreuse entourée de chaises vides. La porte du sous-sol, fermée par un cadenas rouillé. Je l'ai ouverte. L'escalier descendait dans le noir.
Je n'ai pas osé allumer. Je suis resté là, à fixer les ténèbres. Et j'ai senti, de nouveau, ce souffle, plus fort cette fois, comme si quelqu'un respirait tout près, juste derrière la porte. J'ai refermé. Je suis allé me coucher dans la chambre d'amis, au premier étage. J'ai dormi avec la lampe allumée. La nuit a été longue. Je me suis réveillé plusieurs fois. Pas à cause de bruit. Non, à cause du silence. Un silence trop épais, trop complet, comme si la maison retenait son souffle. Et chaque fois que je me réveillais, j'avais l'impression que quelque chose venait de sortir de la pièce. Que quelqu'un s'était tenu là, à me regarder dormir, et venait de disparaître en silence. Au matin, j'ai décidé de nettoyer, d'ouvrir les fenêtres, de chasser l'humidité, la poussière, cette odeur douceâtre. Mais dès que j'ai tiré les rideaux, j'ai compris que c'était inutile. La lumière du jour ne pénétrait pas vraiment. Elle semblait absorbée par les murs, comme si la maison refusait l'éclairement. J'ai ouvert les fenêtres, mais l'air qui entrait était froid, immobile, et portait toujours cette même odeur. J'ai commencé par le salon. J'ai enlevé les housses. J'ai passé l'aspirateur. Mais la poussière revenait aussitôt, comme si elle tombait du plafond ou sortait des murs. J'ai nettoyé la cheminée. En grattant le fond, j'ai trouvé des cendres, très anciennes, mais elles n'étaient pas grises. Elles étaient noires, presque bleutées, et quand je les ai touchées, elles se sont désagrégées en une poudre fine qui collait aux doigts, comme de la suie vivante. Ce soir-là, j'ai dîné devant la télévision, un vieux poste que j'avais trouvé dans un placard. L'écran s'allumait par intermittence, montrant des images sans son, des visages flous, des scènes de rue, une fillette qui marchait dans un parc. Puis, soudain, l'image a changé. Un couloir sombre, une porte fermée, et derrière cette porte, une ombre, très fine, qui bougeait lentement, comme si elle se déplaçait en ondulant. Puis plus rien. Écran noir. J'ai éteint la télé. Je suis monté me coucher. C'est cette nuit-là que les souvenirs ont commencé à revenir. Pas comme des flashs, pas comme des rêves, plutôt comme des sensations, des impressions, une chaleur sur la nuque, une pression sur la poitrine, une voix, très basse, qui disait « Tu savais et tu as oublié ». Je me suis réveillé en sueur. Il faisait froid. Pourtant, j'étais trempé. J'ai allumé la lampe. Rien. La chambre était vide. Mais j'ai vu quelque chose sur le miroir. Une trace, comme une main humide qui aurait effleuré la surface, en forme de petite main, d'enfant. J'ai frotté. Elle est partie. Mais j'ai senti, sous mes doigts, que le verre était tiède, comme s'il avait été touché récemment. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer le sous-sol. J'ai pris une lampe torche. J'ai ouvert le cadenas. L'escalier descendait en colimaçon, étroit, humide. Les murs étaient en pierre brute, couverts de moisissures grises. En bas, une grande pièce, vide. Mais pas vraiment. Au centre, un fauteuil. Un fauteuil en cuir, usé, taché. Et dessus, un oreiller. Je me suis approché. L'oreiller était mouillé. Pas d'eau. D'autre chose. Une substance visqueuse, transparente, qui sentait le miel pourri. J'ai reculé. Et c'est là que j'ai entendu le bruit. Pas un cri, pas un pas. Juste un grattement. Très doux, comme des ongles sur du bois. Venant du mur. J'ai braqué la lampe. Rien. Mais le bruit a continué. Et puis, soudain, il s'est arrêté. Et j'ai senti une odeur. Celle de la chambre, de la cheminée, de l'oreiller. Celle du miel pourri. Et sous cette odeur, une autre. Plus ancienne, plus profonde. Celle de la peur. Je suis remonté. J'ai fermé la porte. Je n'y suis pas retourné. Les jours suivants, les choses ont changé. Pas brutalement. Progressivement. Comme une marée qui monte sans qu'on s'en rende compte. Les objets bougeaient. Pas beaucoup. Juste assez pour que je doute de ma mémoire. Le livre que j'avais laissé sur la table du salon était maintenant sur la chaise. Le verre d'eau que j'avais posé près du lit était vide, alors que je n'y avais pas touché. L'ours en peluche, dans ma chambre, n'était plus sur l'étagère. Il était assis sur le lit, face à la porte. Je n'avais pas pu le déplacer. Je le savais. Je n'étais pas entré dans cette pièce depuis la veille. Et puis, il y a eu les sons. Des chuchotements. Dans les murs. Des voix d'enfants. Pas joyeuses. Murmures. Comme des prières récitées à l'envers. Je les entendais surtout la nuit. Mais parfois, en plein jour, quand je passais devant une porte fermée, je sentais une vibration. Comme si quelqu'un parlait de l'autre côté. Et quand j'ouvrais, rien. Toujours rien. Mais le pire, c'était les souvenirs. Ils revenaient par bribes. Pas dans l'ordre. Pas clairement. Des sensations.
des odeurs, des lumières. Je me suis souvenu d'une porte, celle du fond du couloir, au premier étage, celle que je n'avais jamais ouverte, celle que ma mère m'avait interdit d'approcher. C'est la chambre de ton frère, elle disait. Il est malade, il ne faut pas le déranger. Mon frère? Je n'avais pas de frère. Je suis allé consulter les archives familiales. Dans le grenier, j'ai trouvé une boîte en fer. À l'intérieur, des photos, des papiers, un certificat de naissance. Gabriel Lefebvre, né le 14 mars 1985, décédé le 3 juillet 1991. 6 ans. Je suis né en 1982. J'aurais dû avoir un frère, un petit frère, mais je ne m'en souvenais pas. Pas du tout. Pas un visage, pas une voix, rien. Et pourtant, en voyant la photo, quelque chose s'est brisé en moi. Gabriel, un petit garçon pâle, aux yeux trop grands, aux cheveux châtains. Il souriait, mais son sourire était triste, comme s'il savait déjà. J'ai regardé la date de sa mort. 3 juillet 1991. J'avais 9 ans. Et c'est là que les souvenirs ont commencé à affluer. Pas comme des images, comme des sensations. Une odeur de médicaments. Un silence dans la maison. Des pas étouffés dans l'escalier. Une porte fermée à clé. Et cette voix, la mienne, enfant, qui chuchote. Gabriel, tu m'entends? Puis plus rien. Et puis, un autre souvenir. Plus fort, plus douloureux. Moi, à 9 ans, assis par terre, devant la porte de la chambre. J'entends respirer. Un souffle faible, comme un soupir. Je colle mon oreille au bois, et j'entends un rire, très doux, un rire d'enfant, mais pas joyeux, moqueur, comme s'il savait que je suis là, comme s'il joue avec moi. Et puis, la voix, Thomas, tu m'oublieras, mais je resterai, je reste toujours. J'ai crié, je suis tombé en arrière. La photo m'a échappé des mains. Je suis resté longtemps par terre, à respirer, à essayer de comprendre. Mon frère n'était pas mort. Pas vraiment. Il était malade. Très malade. Et ma mère l'avait enfermé. Pour le protéger? Pour le cacher? Pourquoi? Et pourquoi m'avait-elle fait oublier? J'ai cherché des réponses. Dans les papiers. Dans les carnets. Rien. Juste des notes médicales. Des mots incompréhensibles. Syndrome de X, altération cognitive, dégradation tissulaire, confinement nécessaire, risque de contamination mnésique. Contamination mnésique? Je n'ai jamais entendu ce terme. J'ai cherché. En vain. Aucun résultat. Comme si ce mot n'existait pas. Et puis, un soir, j'ai trouvé quelque chose. Dans le tiroir de la table de nuit de ma mère. Une cassette vidéo. VHS. Étiquetée Gabriel, juillet 1991. Je l'ai mise dans le magnétoscope. L'écran a grésillé. Puis l'image est apparue. Ma mère, jeune, les traits tirés. Elle tient une caméra. Elle parle doucement. C'est le dernier jour. Le docteur dit qu'il ne passera pas la nuit. Je veux qu'il reste. Même après. Même s'il n'est plus comme avant. La caméra entre dans la chambre. Celle du fond. Celle interdite. Gabriel est dans le lit. Il est très maigre. Ses yeux sont ouverts. Il regarde la caméra. Et il sourit. Mais ce n'est pas un sourire d'enfant. C'est un sourire trop large. Trop fixe. Comme si sa peau était tendue au-delà du possible. Ma mère s'approche. Elle lui caresse le front. Tu vas dormir maintenant, mon amour. Et quand tu te réveilleras, tu seras ailleurs. Gabriel tourne la tête vers elle. Et il dit, d'une voix claire, trop claire. Non, maman. Je reste ici. Je reste dans les murs. Dans les planchers. Dans les souvenirs. Ceux qui m'oublient, je les rattrape. La caméra tremble. Ma mère pleure. Je t'aime, Gabriel. Oublie-moi si tu dois. Et puis, l'image saute. Noire. Et quand elle revient, Gabriel est assis, droit, les yeux fixes. Il regarde la caméra. Et il dit, Thomas, tu m'as oublié. Mais je suis là. Je suis partout. Dans chaque coin. Dans chaque silence. Tu ne pourras pas m'effacer. Les souvenirs effacés ne disparaissent pas. Ils restent coincés. Ici, dans cette maison. Avec moi. La cassette s'arrête. Je suis resté devant l'écran, figé. Le cœur battant. La gorge sèche. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais pas oublié Gabriel. On m'avait fait oublier. Ma mère. Le docteur. Peut-être avec des médicaments. Peut-être avec autre chose. Quelque chose de plus ancien. De plus profond. Mais Gabriel n'avait pas disparu. Il était resté. Dans les murs. Dans les planchers. Dans les objets. Dans l'air. Dans chaque souffle que je prenais. Et il savait que je reviendrais. Les jours suivants, la maison a changé.
Pas physiquement, mais autrement. Comme si elle respirait, comme si elle vivait. Les portes s'ouvraient seules, les lumières clignotaient, les objets se déplaçaient plus souvent. L'ours en peluche était maintenant dans le salon, assis sur le canapé, face à la cheminée. Et les sons, les chuchotements, devenaient plus clairs. « Thomas, tu es revenu. Tu m'entends maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je passais mes journées à fouiller, à chercher des preuves, des documents, des traces. Mais tout ce que je trouvais, c'était des souvenirs, des fragments, des sensations, des odeurs. Et puis, une nuit, j'ai vu. Je me suis réveillé en pleine nuit. Il faisait noir, mais pas complètement. Une lumière douce venait du couloir. Je me suis levé. J'ai ouvert la porte. La maison était différente. Les murs semblaient plus épais, plus humides. Le parquet brillait, comme s'il était recouvert d'une fine pellicule de sueur. Et dans le couloir, une silhouette, très fine, très petite. Elle marchait lentement, vers la chambre du fond. Gabriel. Je l'ai su sans le voir clairement, par la façon dont il se déplaçait, par la manière dont l'air autour de lui semblait se tordre. Je l'ai suivi. Il est entré dans la chambre. J'ai hésité, puis j'ai poussé la porte. La pièce était vide, mais pas vide, pleine, d'une présence, d'une mémoire. Et sur le lit, il y avait une forme, sous les draps, comme un corps, mais pas humain, allongé, immobile. Gabriel s'est tourné vers moi. Il n'avait pas de visage, juste une surface lisse, blanche, comme du plâtre. Et il a dit, sans bouche, sans voix, directement dans mon esprit. Tu as oublié. Mais moi, je me souviens. Je me souviens de tout. De la douleur, de la solitude, de ta voix quand tu frappais à la porte, de ta peur. Et quand tu as cessé de venir, j'ai compris. Tu m'avais abandonné. Comme eux. Je voulais parler. Je voulais dire que je ne savais pas, que j'avais été effacé. Mais aucun mot ne sortait. Les souvenirs effacés ne disparaissent pas, Thomas. Ils restent, coincés, dans les lieux, dans les objets, dans les murs. Et quand quelqu'un oublie, le souvenir cherche un autre esprit, un autre corps. Pour exister, il a tendu une main d'enfant. Mais les doigts étaient trop longs, trop fins. Je suis resté. Et maintenant que tu es revenu, tu vas rester aussi. J'ai reculé. J'ai fermé la porte. Je suis descendu. Je suis sorti. J'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai démarré. J'ai roulé toute la nuit. Je suis à Lyon maintenant. Dans un hôtel. J'écris ces lignes. Je veux témoigner. Je veux que quelqu'un sache. Mais je sais que c'est inutile. Parce que ce matin, en me réveillant, j'ai vu quelque chose sur la table de nuit. L'ours en peluche. Celui de ma chambre. Il n'était pas avec moi quand je suis parti. Et il sourit. Je n'ai pas touché à cette peluche depuis 25 ans. Et pourtant, elle est là. Et je sens, dans le silence de cette chambre d'hôtel, une respiration. Très douce, très proche. Pas derrière moi. À l'intérieur. Les souvenirs effacés ne disparaissent pas. Ils restent, coincés. Et ils attendent. Ils attendent que vous reveniez. Ils attendent que vous vous souveniez. Et quand vous vous souvenez, ils vous gardent.